Yo tout le monde, c'est Eva et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo spéciale Halloween. C'est parti, générique! La plupart du temps, quand nous parlons de sorcières, l'image qui nous vient en tête, c'est l'image d'une vieille femme avec un chapeau qui vole sur un balai avec son chat et qui jette de méchants sorts qui font de la fumée et des paillettes. Mais avec tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, vous allez vous rendre compte que la réalité est très différente. Cette vidéo risque d'être assez longue, alors prenez quelque chose à grignoter, fermez les volets et c'est parti! Je ne pouvais pas vous raconter l'histoire des sorcières sans vous faire un résumé sur l'histoire des sorcières de Salem. Comme vous vous en doutez, cette histoire se déroule à Salem Village dans le Massachusetts au XVIIe siècle. À cette époque, il y avait beaucoup de puritains à Salem. Les puritains, qu'est-ce que c'est? C'était des protestants qui avaient une toute autre image de la religion et du christianisme. Ils se considéraient comme étant les élus de Dieu et avaient des règles très strictes. Par exemple, ils ne fêtaient aucune fête comme Noël, Pâques ou autre. Ils n'avaient pas le droit de danser, de chanter, voire même de rigoler. Les femmes étaient seulement là pour enfanter car la plupart des choses leur étaient interdites. Et de ce que j'ai compris, les enfants ne pouvaient même pas jouer, ou en tout cas ne pouvaient pas faire de jeux qui impliquaient de faire du bruit. Pour les puritains, tout ce qui était divertissant était synonyme de tentation, et la tentation a mené au diable. Je vous raconte tout ça car ça a son importance dans notre histoire. En 1689, un pasteur puritain nommé Samuel Parris arrive en ville. Avec lui il y a sa femme, ses 3 enfants, sa nièce Abigail Williams et ses 2 esclaves, John Indian et Tituba, qui étaient d'ailleurs mari et femme et qui étaient tous deux originaires des Barbades. Et aux Barbades, pas mal de personnes pratiquaient la magie, et Tituba en faisait partie. Tituba racontait beaucoup d'histoires autour de la magie, surtout autour de la magie vaudou et de la voyance, aux enfants de Samuel Parris et à sa nièce. Et elles ont donc bien évidemment fini par s'intéresser à tout ce qui était spirituel et occulte, et elles ont commencé à faire de plus en plus de séances avec Tituba. Mais en 1692, Elizabeth Parris, 9 ans, et Abigail Williams, 11 ans, qui sont respectivement la fille et la nièce de Samuel Parris, ont commencé à agir de plus en plus bizarrement. Elles parlaient avec un langage inconnu, elles marchaient d'une façon très étrange, elles avaient également des hallucinations et des convulsions. Ces crises étaient tellement importantes qu'elles en venaient à se contorsionner dans des positions improbables. Vu que personne ne comprenait ce qu'il se passait, ils ont décidé de faire appel au docteur William Grint, qui n'arrivant pas à savoir ce qu'avaient les filles, il finit par conclure que c'était une possession démoniaque. Oui, c'était un peu chelou à l'époque. Puis, de plus en plus de filles qui avaient grosso modo la même tranche d'âge que Elizabeth et Abigail ont commencé à développer ces mêmes symptômes. Les gens du village vont alors commencer à avoir de plus en plus peur et ils étaient persuadés que quelqu'un avait jeté un sort sur le village. Ils ont donc décidé de mener l'enquête et c'est à ce moment-là que les procès de Salem vont commencer. Les filles touchées par ce soi-disant maléfice vont alors être interrogées et elles vont accuser 3 personnes. La première personne à être jugée pour sorcellerie fut Tituba, l'esclave de Samuel Parris. La deuxième était Sarah Good, une femme qui vivait en reclus de la société et qui était connue pour être un peu à part. De ce que j'ai pu comprendre, c'était une femme qui n'avait pas de domicile fixe, donc je pense que c'est pour ça qu'elle a été pointée du doigt. Et la troisième personne s'appelle Sarah Prism Osborne. C'était une femme qui était assez pauvre et qui vivait aussi hors de la société. Et comme les autres, c'était une femme assez âgée. Les 2 Sarah vont nier jusqu'au bout, mais Tituba, elle, contrairement aux autres, va avouer. Elle dira que le diable en personne était venu la voir et qu'elle avait accepté de le servir en signant dans son livre. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si elle a avoué car elle avait réellement fait de la magie noire ou si elle l'a fait pour échapper à la torture. Sarah Good a accouché quand elle était en prison, mais son enfant ne survivra pas. Et Sarah fut pendue le 19 juillet 1692. Plus tard, sa première fille, Dorothy, alors âgée de 4 ans à l'époque, sera également accusée de sorcellerie, mais ne sera pas exécutée. Sarah Prism Osborne est morte en prison, et Tituba n'a rien eu. Elle s'en sortira d'ailleurs sans aucun problème. Mais bon, on ne sait pas de quoi elle est morte et on ne sait pas quand. Quelque temps plus tard, une des filles qui était atteinte de cette malédiction, Mary Warren, et qui avait également dénoncé les 3 femmes, est revenue sur ce qu'elle avait dit en affirmant que les jeunes filles étaient des simulatrices et qu'elles avaient toutes menti. Suite à cette déclaration, elle sera elle aussi accusée pour sorcellerie. Après ces premiers procès, les habitants deviennent de plus en plus parano. Tout le monde pense être possédé et tout le monde dénonce tout le monde. Certains en profitent même pour dénoncer avec de fausses preuves, voire pas de preuves du tout, des personnes qui ne l'aimaient tout simplement pas ou qui le jalousaient. À cette époque à Salem, c'est très simple. Si vous étiez une femme jugée trop belle ou au contraire jugée trop laide, vous étiez une sorcière. Si vous étiez un peu à l'écart des autres ou si vous aviez un comportement différent, vous étiez un sorcier ou une sorcière. Pareil pour ceux qui utilisaient les plantes pour se soigner, ils étaient
étaient également considérés comme des sorciers et des sorcières. Et si vous aviez le malheur d'avoir une tache de naissance ou un grain de beauté mal placé, c'était considéré comme étant la marque du diable, donc vous étiez aussi une sorcière ou un sorcier. Et c'est là où ça part en sucette, puisque c'est entre 150 et 300 personnes qui seront accusées et emprisonnées pour sorcellerie. 14 femmes et 6 hommes ont été exécutés par la pendaison ou par la noyade. D'ailleurs, quand les personnes survivaient à la noyade, ils étaient brûlés sur le bûcher, puisque du coup c'était sûr, c'était des sorcières. Mais s'ils ne survivaient pas, bah c'était pas grave, c'était juste des dommages collatéraux. Et ils ont même écrasé un homme accusé de sorcellerie. Il s'appelait Gilles Corré et avait 71 ans. Il a été écrasé par des pierres jusqu'à la mort le 19 septembre 1692. Pour les personnes qui n'ont pas été sauvagement tuées, elles ont fini par être relâchées car le gouverneur Phillips, qui était le premier gouverneur du Massachusetts, a décidé en 1693 de dissoudre ce tribunal totalement ridicule qui tuait de plus en plus de personnes et en plus sans preuve. Il la remplacera par une cour pour au final la dissoudre encore une fois et mettre fin à cette histoire en libérant tous les accusés. Puisqu'il a estimé que même s'il y avait réellement des sorcières et des sorciers, il ne pouvait pas continuer à tuer et à condamner autant de personnes, surtout que pour la plupart, elles étaient innocentes. Comme vous le savez, la chasse aux sorcières de Salem n'est malheureusement pas la seule chasse. Il y en a eu beaucoup, mais celle des sorcières de North Berwick, qui s'est déroulée en 1590 en Écosse, un siècle avant celle de Salem, est l'une des plus importantes et intéressantes. Cette histoire commence par un mariage, celui de Anne, princesse du Danemark, et Jacques Stuart, roi d'Écosse. Comme vous vous en doutez, ce n'était pas forcément un mariage par amour, mais c'est pas le plus important. En novembre 1789, la princesse Anne prend un bateau pour rejoindre son futur mari en Écosse. Mais à cause de la météo, elle sera obligée de débarquer à Oslo, en Norvège. Jacques Stuart, apprenant la nouvelle, décide d'embarquer avec 300 personnes pour aller chercher sa future épouse. Seulement, la météo ne s'est pas arrangée et ils devront eux aussi attendre quelques semaines en Norvège que la tempête se calme. Puis ils finiront enfin par arriver en Écosse, même si le voyage ne fut pas facile, encore une fois à cause de la météo. Jacques Stuart a eu dans son entourage beaucoup de personnes qui se sont fait assassiner, et lui-même a été victime de tentatives d'assassinat. Ce qui fait qu'il était devenu extrêmement parano. Il finit même par croire que cette tempête était une tentative d'assassinat. Ouais, le mec est un peu bizarre dans sa tête. Ce qui l'a confronté dans son idée, c'est qu'après cette tempête, l'amiral Peter Munk, qui était chargé de diriger la flotte d'escorte danoise, a accusé Christopher Valkendorf. Selon lui, il n'aurait pas suffisamment équipé le navire pour la tempête. Mais Christopher se défend et affirme que cette tempête a été causée par des sorcières qui s'étaient réunies dans la maison de Karen Vivers, la tisserande du village. En gros, c'est celle qui tissait les étoffes à l'époque. Et elles auraient envoyé des petits démons dans des tonneaux vides qui seraient montés sur les quilles des bateaux et qui auraient causé cette tempête. Une autre femme, nommée Anne Coldings, qui était déjà en prison pour sorcellerie, aurait alors été torturée pour savoir si elle avait participé à ce complot. Et il voulait aussi qu'elle donne d'autres noms. À force d'être torturée, Anne finit par avouer et à confirmer cette histoire de petits démons. Elle sera malheureusement condamnée au bûcher en juillet 1590. Mais avant de mourir, elle accusera 5 autres femmes qui elles-mêmes accuseront d'autres femmes, etc., etc. En gros, en plus de Anne Coldings, 14 autres femmes seront exécutées. Mais ça ne s'arrête pas là, car le roi Jacques Stuart devient de plus en plus parano et est persuadé que son pays est rempli de sorcières. Une énorme chasse aux sorcières va alors débuter et très rapidement, comme à Salem, plusieurs personnes vont devenir des chasseurs de sorcières expérimentés. L'un d'entre eux s'appelait Matthew Hopkins et de 1644 à 1646, il aurait causé la mort de 100 sorcières en 2 ans seulement. Puis tout le monde va dénoncer tout le monde. Et c'est plus d'une centaine de personnes qui seront accusées pour sorcellerie. Toutes étaient torturées et toutes, sous la torture, finissaient par avouer, même si elles étaient innocentes. Et malheureusement, pour la plupart des victimes, nous n'avons pas les noms. L'histoire n'a pas gardé leurs noms, on ne sait pas vraiment si c'est par rapport à leur classe sociale ou par rapport justement pour en quelque sorte effacer cette histoire, mais elles ont été quasiment toutes effacées, un peu comme si on avait utilisé la damnatio memoriae. La damnatio memoriae, c'est quand on efface toute trace d'une personne qui aurait fait quelque chose de jugé trop horrible pour la société pour qu'il continue d'exister. Tous les papiers, photos et autres étaient alors brûlés et détruites, et les membres de la famille qui restaient en vie devaient changer de nom de famille, dans le but qu'on ne se souvienne plus d'eux après leur mort ou à travers l'histoire. Mais bon, la damnatio memoriae est pour l'instant plus une légende qu'un fait réel. Nous n'avons à ce jour aucune preuve comme quoi la damnatio memoriae aurait déjà été appliquée. Mais après tout, c'est le but de cette pratique, non? Donc on peut quand même se dire, y a des petits trucs qu'on nous cache, quoi. Bref, revenons à notre histoire.
Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas le nom de toutes les victimes. Mais en tout, ce seraient 3837 personnes qui auraient été accusées de sorcellerie. Pour la plupart, entre 1620 et 1680. Et parmi ces personnes, on y trouve 2148 femmes et 410 hommes. Mais selon l'historien Christopher Smoot, il y aurait eu plus de victimes. Ce serait entre 3000 et 4000 personnes qui auraient été tuées pour sorcellerie de 1560 à 1707. Car avant cette histoire de tempête, certains procès pour sorcières avaient déjà eu lieu. Comme la plupart des chasses aux sorcières, les victimes sont le plus souvent des femmes. Et ce n'est qu'en mars 2022 que Nicolas Sturgeon, la première ministre d'Écosse, pour les tortures et exécutions des sorcières du 14e, 15e et 16e siècle. Comment vous raconter l'histoire des sorcières sans vous raconter l'histoire de Jeanne d'Arc, même si la plupart d'entre vous la connaissent. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous la faire en maxi résumé. On est en pleine guerre de 100 ans, c'est en gros une série de guerres qui débute en 1337, qui oppose le royaume de France et le royaume d'Angleterre. Jeanne était une fille très croyante et qui vivait une vie assez normale pour l'époque. Seulement voilà, vers ses 12 ans, Jeanne commence à entendre des voix qui, selon elle, viendraient d'êtres célestes, tels que Sainte Catherine, Sainte Marguerite et l'archange Saint Michel. Il lui aurait ordonné de devenir cavalière, de traverser un royaume occupé par les Anglais pour trouver le futur roi Charles VII et le convaincre qu'elle est l'envoyée du ciel et qu'elle est là pour l'aider à monter sur le trône français et libérer la France des troupes anglaises. Au fur et à mesure des années, elle finit par convaincre de plus en plus de personnes haut placées qui décident de la suivre dans cette aventure. Jeanne arrive à motiver les troupes et la France gagne de plus en plus de combats. Et elle finira par réussir à convaincre le roi Charles VII de l'accompagner jusqu'à Reims pour qu'il se fasse sacrer. Et ils vont réussir. C'est à partir de ce moment-là que Jeanne va être réellement vue comme une envoyée de Dieu. Mais après le sacre du roi, Jeanne et le roi Charles VII ne sont plus vraiment d'accord. Et en plus, Jeanne finit par perdre de plus en plus de combats. Elle finira même par être prisonnière en 1430 par les Bourguignons qui 6 mois plus tard la vendront aux Anglais. Elle sera alors jugée pour hérésie et pendant le procès, ils la feront clairement passer pour une méchante sorcière. Puis, elle finira brûlée sur un bûcher à l'âge de 19 ans. Depuis toujours, beaucoup de légendes parlent de sorcières. Qu'elles soient bienveillantes ou malfaisantes, ces légendes ont eu un énorme impact sur la société d'aujourd'hui. La preuve, la plupart des personnes, dont moi d'ailleurs, se déguisent en sorcières pour Halloween. Et ces légendes ont surtout inspiré beaucoup de films, de séries et de livres. D'un côté, on a ceux qui représentent les sorcières comme étant des êtres surnaturels plutôt gentils, comme la série sortie en 1964 Ma sorcière bien-aimée, le film Mathilda sorti en 1996 et le dessin animé sorti en 1994. De l'autre côté, on a ceux qui décrivent les sorcières comme des personnes malfaisantes et méchantes, comme bien évidemment Maléfique dans La Belle au bois dormant, sorti en 1959, le projet Blair Witch, sorti en 1999, ou encore Caraba la sorcière dans Kirikou de 1998. Mais d'autres encore ont préféré faire un mix des deux, en créant des sortes de combats entre le bien et le mal, comme une de mes séries préférées, Charmed. Oh non! Oh, je suis encore morte. Oui, moi je dis Charmed, je sais pas si vous dites Charmed, Charmed, Charmoud ou je sais pas comment vous dites, moi c'est Charmed. Et elle est sortie en 1998. Ou le dessin animé Witch, sorti en 2004, que j'appréciais aussi beaucoup quand j'étais petite. Et bien évidemment, je sais que vous l'attendez tous, surtout ma petite sœur Nina qui doit être en train de hurler derrière son écran, la saga Harry Potter. Que ce soit les livres ou les films, ils ont marqué toute une génération. D'ailleurs, les déguisements de sorciers d'Harry Potter font également partie des déguisements les plus utilisés à Halloween. Et juste pour le plus grand plaisir de vos oreilles, je vous remets tout de suite un extrait du cri de Nina quand on a vu Tom Felton. Oui, il s'agit bien là d'une transformation en moustique. Les vraies sorcières, celles d'avant et d'aujourd'hui, sont des personnes qui travaillent avec les énergies de la nature, comme l'air, l'eau, le feu, la terre. La lune, le soleil, etc. etc. Et parfois même l'énergie des défunts. Il existe plusieurs types de magie de nos jours.
La magie verte qui est basée sur l'utilisation des plantes, des phénomènes et des cycles qui sont liés à la nature. La magie blanche est une magie qu'on utilise à des fins bénéfiques, pour les autres ou pour nous, mais jamais à des fins égoïstes ou malsaines. La magie noire, qui est malheureusement la plus connue et celle qui donne une très mauvaise image aux sorcières, est généralement utilisée pour jeter un mauvais sort, pour causer du tort à quelqu'un ou pour obtenir ce que l'on désire. Mais généralement, cette magie entraîne de très mauvaises conséquences et c'est dans cette branche de magie qu'on y retrouve la magie vaudou. Et c'est dans cette branche de magie qu'on y retrouve la magie vaudou. Il existe bien évidemment plein d'autres types de magie, mais je vous ai cité les plus importantes et les plus utilisées. La plupart des sorcières utilisent également la lithothérapie. C'est quand on utilise l'énergie d'une pierre en particulier pour faire quelque chose de particulier, car chaque pierre a sa propre énergie. Par exemple, l'améthyste est une pierre apaisante, elle évacue le stress, calme et régule les troubles d'origine nerveuse. Elle sera également parfaite alliée pour combattre les insomnies en la plaçant sous l'oreiller. Son utilisation lors de séances de méditation permet aux personnes sujettes au stress de retrouver l'équilibre et la sérénité. La pierre de lune accroît l'intuition et la douceur de caractère, reconnue comme pierre de la féminité, de l'espoir et de la pureté, également utilisée comme anti-stress car elle apaise, calme et protège des énergies négatives. Cette pierre est efficace pour combattre le stress, les angoisses, les peurs et les phobies. L'œil de tigre, regardez à quel point c'est une pierre qui est magnifique. Quand elle est polie et quand elle n'est pas polie, elle a cet effet, c'est trop beau. Elle nous aide à avancer et à évoluer, elle permet d'avoir une vision plus claire dans les situations confuses et de prendre les bonnes décisions avec discernement. L'œil de tigre est lié à son pouvoir personnel, à la volonté et à l'intégrité. Pour les personnes en manque de confiance en elles, il vous apportera courage et persévérance. Là je vous ai fait un gros résumé de mes pierres préférées, mais en réalité il y a plein de pierres pour plein de choses. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille le grand livre des pierres et des cristaux. Il y a vraiment la plupart des pierres dans ce livre. Toujours on a l'image, la définition, de quelle famille c'est, de quelle origine, de quel chakra, etc. Ce qu'on peut faire avec, donc c'est vraiment pratique. Beaucoup de sorcières lisent également les cartes. Ça peut être des cartes normales, des cartes de tarot ou encore des cartes d'oracle. On peut s'en servir pour en savoir plus sur nous, pour en savoir plus sur une personne ou sur une situation. J'ai plusieurs tarots et oracles, donc je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble pour que vous fassiez une idée un peu plus précise. Personnellement, je n'utilise que les oracles pour l'instant parce que le tarot, je trouve ça vraiment compliqué. Le tarot, je dirais de base, c'est le tarot de Marseille. Les cartes sont assez basiques. Ici, j'ai le tarot de la sorcière. Celui-là, il est vraiment très joli. La carte, elle est pas trop belle, mince, vous avez le reflet. C'est que des cartes comme ça, avec des illustrations en noir, blanc et doré, et je trouve ces cartes mais tellement magnifiques. Et le dos des cartes, c'est comme ça. Et ensuite on a les oracles, que personnellement c'est ceux que j'utilise le plus. Normalement on vient tirer à peu près une carte par jour, ou une carte par semaine, ou par mois, et ça vient nous dire des trucs sur nous. Donc celui-là, je peux vous montrer les illustrations, c'est comme ça, c'est dans des sortes de ronds, mais vous voyez pas vraiment avec la ring light. Et les côtés des cartes, ils sont brillants, je l'aime trop. Mais lui, il est accompagné du petit livret, et le petit livret, comment vous dire qu'il est énorme. Donc je vais pas vous le montrer sur celui-là, mais j'en ai pris un autre qui est pas vraiment un oracle, c'est un peu un mix de plusieurs choses. C'est des cartes pour apprendre à gérer son hypersensibilité. Je suis borderline, ce qui fait que je n'ai quasiment aucun contrôle sur mes émotions, et donc j'avais pris ça dans l'espoir que ça m'aide. Franchement, c'est sympathique. En gros, on vient prendre les petites cartes, c'est des toutes petites cartes, et ensuite vous venez choisir une carte. Normalement, va vous être utile pour la journée. Je l'ai pas fait aujourd'hui, donc on va découvrir ensemble. Je cesse d'être mon propre... c'est trop logique. Je cesse d'être mon propre bourreau. Plutôt que de me représenter toutes sortes de scénarios douloureux concernant l'avenir, j'utilise mon imaginaire comme un outil constructif en me projetant régulièrement vers tout ce qui me fait rêver et me met du baume au cœur. En plus des cartes, d'autres sorcières utilisent aussi le pendule ou le guéridon pour communiquer avec les défunts. Comme toutes les religions, les sorcières, ou si vous préférez les Wicca, il y a plusieurs branches de la sorcellerie, mais une des branches c'est la Wicca, et c'est vraiment ça réunit quasiment tout en fait. Les sorcières ont leur propre fête. On appelle ça des sabbats et il y en a beaucoup. Et d'ailleurs le premier, c'est celui que nous fêtons aujourd'hui, qui est pour nous un peu un mélange entre la fête des morts et un nouvel an. C'est d'ailleurs grâce à cette fête qu'aujourd'hui existe Halloween. Ensuite il y a Yule et Imbolc. La plupart des noms je risque de mal les prononcer parce que j'ai que les livres, donc j'ai pas la prononciation exacte. Qui sont nos fêtes d'hiver, et attention, pas de haine dans les commentaires s'il vous plaît. Yule serait la fête païenne dont se seraient inspirés les chrétiens pour créer Noël. Puis il y a Ostara, où se déroule l'équinoxe de printemps, suivi de Beltane et Lita.
Lita qui représente un peu le début de l'été pour que vous arriviez à vous repérer dans le temps. Et enfin Lugnasad, j'ai jamais réussi à la prononcer donc je vous la mets tout de suite à l'écran. Et Mabon, c'est le moment où l'on fête l'équinoxe d'automne. Et contrairement au balai et au chapeau, le grimoire et le livre des ombres, eux, ne sont pas des mythes. Un grimoire, c'est comme dans les films, c'est un livre qui est rempli de sorts, de potions ou d'astuces magiques, bénéfiques ou non. Pour les grimoires, voilà à peu près à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc c'est bien évidemment extrêmement décoré pour faire comme si c'était ancien, etc. Mais c'est des livres achetés à Cultura. Les vrais grimoires d'époque, eux, ont été conservés dans des musées ou autres pour ne pas qu'ils s'abîment et qu'ils se perdent avec le temps. Et le livre des ombres nous sert plus comme une sorte de cahier de notes où on va vraiment tout noter, tout ce qu'on peut apprendre dans les différents livres. Bon, normalement c'est un peu personnel mais je vais vous montrer quelques pages pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Là par exemple j'avais mis les cycles lunaires, j'avais fait un petit dessin pour montrer les différentes phases de la lune, etc. J'ai noté plein de symboles de protection, je suis allée chercher plein d'anciens alphabets qui étaient utilisés pour avoir toutes les lettres si jamais j'en avais besoin pour mes recherches, et les runes, tout ça. Enfin bref, ça nous sert vraiment de cahier de notes et on vient vraiment tout noter, donc c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais malheureusement c'est pas un livre magique comme dans Charmed. D'ailleurs revenons sur les pouvoirs magiques d'une sorcière, ou comme d'autres gens aiment les appeler, les dons. Déjà c'est important à savoir, tout le monde peut développer ses énergies, ce ne sont pas des dons. Certains ont juste plus de facilité que d'autres. Par exemple, j'ai une amie qui en passant les mains à l'endroit où a mal une personne, elle est capable de lui prendre en quelque sorte sa douleur. Genre une fois j'avais mes problèmes de fille, j'avais vraiment mal, aucun médicament aux alentours, j'allais vraiment rester dans mon mal-être. Et elle m'a dit mais si tu veux je te le fais et tout, on voit si ça marche avec toi et tout. Et du coup elle me l'a fait et ça a super bien marché, j'ai plus eu mal de la soirée. Puis il y a aussi les gens comme moi qui font des sortes de rêves prémonitoires, je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des rêves qui soit l'émotion que j'avais quand je me réveillais ou le ressenti plutôt que j'avais allait s'avérer juste, soit, mais ça c'est quand j'étais petite, j'allais faire un rêve et ça allait se passer mot pour mot de tout ce que j'avais vu, lettre pour lettre, tout ce que tu veux, exactement pareil. On dit aussi que les sorcières ont plus de sensibilité à tout ce qui est invisible. Oui, en gros des fantômes, mais je vais vraiment passer pour une tarée dans cette vidéo. Comme vous le voyez, une sorcière n'est pas une vieille femme moche qui vole sur un balai et qui fait des paillettes avec ses mains. C'est beaucoup plus simple que ça et c'est beaucoup plus naturel. Encore une fois, les sorcières sont vraiment des personnes qui viennent travailler avec les énergies de la nature. Et c'est en soi une religion comme une autre. Mais les films, les séries, les livres ou même les œuvres d'art nous ont mis cette image totalement fausse de la sorcière. En tout cas j'espère que cette vidéo aura pu vous renseigner sur le sujet, que ce soit sur les chasses aux sorcières ou sur les sorcières d'aujourd'hui. D'ailleurs c'était pas vraiment des chasses aux sorcières mais plus des chasses aux femmes. Car la plupart des victimes n'étaient pas des sorcières et comme vous avez pu le comprendre dans cette vidéo, même s'il y avait des sorcières, elles n'étaient pas forcément méchantes. Et je pense qu'on peut profiter de la fête d'Halloween, de Samhain et de la fête des morts pour tous à minuit allumer une bougie au bord de notre fenêtre en hommage à toutes ces femmes qui ont été torturées et tuées pour la simple raison que c'était des femmes. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée d'Halloween. Nous nous retrouverons seulement début décembre quand les Before Christmas vont démarrer. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tout le mois de décembre je sors une vidéo par jour et c'est tout type de vidéos mais toutes tournent autour du thème de Noël. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!